Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 16. Hors circuit. Ils me bouclèrent à la prison centrale. À l'aube, un taulard apporta un panier de sandwich à la saucisse qu'il distribua dans les cellules. Un instant plus tard, un autre taulard arriva avec une bouilloire géante remplie d'une chicorée noire et puante. J'ai décidé de renoncer à ces petites gourmandises. La cellule dans laquelle je me trouvais était minuscule. Elle aurait été trop petite pour deux, mais nous étions 8 à y être entassés. J'étais allongé sur le sol de ciment, mon pardessus roulé sur ma tête en guise d'oreiller. J'avais mis mon chapeau sur les yeux pour me protéger de la lumière éclatante que répandait l'ampoule nue du couloir. Mes compagnons de cellule étaient des clochards et des junkies. Deux d'entre eux commençaient à être en manque et dégueulaient partout. Les clodos puaient presque autant que les junkies. Un ivrogne allongé à côté de moi se raclait sans cesse les cheveux et le bas-ventre, et se tortillait sur le sol pour se gratter le dos. Il devait être couvert de poux. C'était un sale endroit pour un Mac. Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je retournerais un jour en tôle, je l'aurais pris pour un dingue. Nom de Dieu, j'espère qu'il n'est rien arrivé à Chris. Elle est le seul lien avec l'extérieur sur lequel je puisse compter pour s'occuper de mes fringues et de mon fric. Dès qu'elle s'apercevra que je ne suis plus chez moi, elle va téléphoner dans toutes les tôles pour voir si j'ai été arrêté. Heureusement qu'ils ne m'ont pas mis dans la division fédérale de la prison du comté. Ici, elle peut graisser la patte de quelqu'un pour venir me voir. J'espère qu'elle va y arriver, avant qu'un officier fédéral vienne me transférer. À 9 heures, un maton arriva et appela mon nom. Je m'approchai de la porte de la cellule. Il me lança un regard mauvais à travers les barreaux, puis il déverrouilla la porte. Je le suivis dans le couloir. Il m'amena devant une vitre par balle percée d'une ouverture qui permettait de se parler. Chris était de l'autre côté. Elle pleurait, et je ne pouvais pas lui en vouloir. J'aurais eu envie de pleurer avec elle. Je me penchai et approchai mes lèvres du trou dans la vitre. Elle y colla son oreille. « Y a vraiment pas de quoi pleurer, bébé. Souviens-toi, tu es une fille courageuse. Ton chéri compte sur toi et tu vas bien m'écouter. Je veux que tu ailles voir le flic du vestiaire et que tu lui donnes 20 $ pour qu'il te rende la clé de ma piole. Ensuite, tu iras prendre mon fric dans la manche de mon imperméable vert. Tu loueras un coffre-fort pour le mettre dedans. Après, tu rapporteras mes affaires à ton hôtel. Les fédéraux vont me transférer dans le Wisconsin, c'est le point d'origine de la plainte déposée par la demi-portion. Là-bas, ils vont fixer ma caution, et j'engagerai sur place un bavard à la cool. Toi, continue à bien suivre le coup. Tu iras dans le Wisconsin avec le fric 1 jour avant moi. J'en aurai besoin pour payer le bavard et la caution. Compris, ma belle? Une fois que j'aurai été libéré, je remettrai notre écurie sur pied et je m'arrangerai pour avoir un non-lieu. J'ai détaché mes lèvres de la vitre et mis mon oreille contre l'ouverture. Chérie, répondit-elle, je ferai tout ce que tu m'as dit, j'ai très bien compris. Je vais aller chercher la clé de ta dernière planque. Où est-ce que tu as déménagé? Je croyais que tu devais attendre mon appel. Je ne compris pas. Toute cette tension avait peut-être fini par me faire perdre la boule. Après tout, peut-être que j'avais déménagé avant de me faire arrêter. Je levai la tête et la regardai. Ses yeux m'interrogeaient. Je pointai l'index vers l'ouverture et décidai de soutenir ma théorie selon laquelle je n'avais pas déménagé. Chris, nom de Dieu, j'ai pas déménagé. Toutes mes affaires sont toujours à l'adresse de West Avenue. Écoute, c'est pas le moment que ma petite femme s'amuse à plaisanter. Tu as frappé à la porte et je n'étais pas là. Je ne pouvais pas y être puisque j'étais ici. Mais chérie, j'ai pas eu besoin de frapper, répondit-elle. La porte était grande ouverte, les 2 malles et tes valises avaient disparu. La seule chose qui restait, c'était sa brosse à cheveux. Je l'ai mise dans mon sac. Chérie, tout ça devient un peu trop compliqué pour moi. Je dois être en train de perdre la tête. Je restais là à lui lancer un regard de haine. Elle me fixait de ses yeux écarquillés. Poison ou Sweet m'a volé cette salope et elle est en train de me doubler, me dis-je. L'un d'eux lui a fait répéter son rôle. C'est une fabuleuse actrice. N'importe quel gogo qui verrait ce regard innocent goberait son baratin sans poser de questions. Je la déteste, cette garce, encore plus que la demi-portion. Si seulement je pouvais lui mettre les mains autour du cou, j'aimerais bien voir sa langue tourner au noir et lui pendre sur le menton. Mais je ne peux pas la tuer à travers cette vitre. Quoi qu'il arrive, il faut que je reste à Iceberg. Je ne veux pas qu'elle puisse raconter que je me suis conduit comme un cave et que j'ai laissé parler mes émotions. Je ne leur donnerai pas le plaisir de pouvoir se foutre de ma gueule, elle et son nouveau mec. Je fis volte-face et m'éloignai. Le maton qui m'avait amené ici se trouvait au bout du couloir et me tournait le dos. Heureusement qu'il n'était pas plus près de moi, sinon il m'aurait immédiatement ramené dans ma cellule. J'avais parcouru 5 ou 6 mètres lorsque la vérité m'apparut comme une explosion dans ma tête. C'est ce maigrichon minable devant qui on est passé, me dis-je brusquement. Celui qui habitait dans le même immeuble. Ce salopard squelettique a vu les flics mal pagués. Il en a profité pour se précipiter chez moi et forcer le loquet.
Il faut que je revienne parler à Chris et que je trouve une histoire à lui faire gober. Si elle se doute que je n'ai pas confiance en elle, elle va me laisser tomber, c'est sûr. Elle est la seule arme qui me reste. Je revins vers elle. Elle était toujours là, à pleurer, plus fort que jamais. Je m'approchai de la vitre et lui parlais à travers l'ouverture. Chris, dis-je. Un connard qui habite dans le même immeuble a vu les flics m'arrêter. C'est lui qui m'a tout piqué. Bébé, on est si proches, toi et moi. J'ai eu une pensée idiote. Je me suis dit que si tu avais été là dans ma piole, on ne m'aurait rien volé du tout. Mais c'est ridicule, ma petite chérie, c'est moi l'imbécile qui t'ai envoyé ailleurs. Ce n'est absolument pas ta faute. Chris, je serai vraiment content quand tout ça sera terminé. Va voir un bavard de la ville et donne-lui 50 $ ou quelque chose comme ça. Amène-le ici avec tous les papiers nécessaires pour vendre la Cadillac. Va récupérer les papiers de la voiture au vestiaire, ils sont dans mon portefeuille. On devrait en tirer dans les 2005. Tu m'apporteras le fric dans le Wisconsin, plus tout ce que tu auras ramassé en tapinant. Comme prévu, je fus transféré dans l'État du Wisconsin. Chris se rendit à la prison locale et déposa 3000 $ sur mon compte. Maman vint me voir. Elle était effondrée. Elle pensait que j'allais en prendre pour 50 ans. Le montant de ma caution fut fixé à 20 000 $. Un bondsman avança l'argent et me prit 2000 $ d'honoraires. Je m'assurai les services du meilleur avocat du Wisconsin en lui versant un acompte de 1000 $. Chris et moi nous fûmes bientôt de retour sur la scène. Je restai 4 mois en liberté sous caution. Au cours de cette période, je mis sur le trottoir 2 novices et 3 putes confirmées. Aucune d'entre elles ne resta avec moi plus d'1 mois. Dans la rue, tout le monde savait que j'avais un procès aux fesses. J'imagine que les putes n'avaient pas envie d'engraisser un maquereau promis à la casserole. Je ne voyais plus Sweet très souvent. Je ne me sentais plus aussi proche de lui. J'étais un Mac à la dérive. Le Mac numéro 1 à présent, c'était Poison. Chaque dollar qui me passait entre les mains partait chez l'avocat. Il le fallait. Après avoir obtenu plusieurs fois le report de mon procès, je finis par passer en jugement. La demi-portion et Ophélia étaient là. Elles avaient peur de me regarder, mais elles fournirent au tribunal fédéral suffisamment d'éléments pour m'envoyer au pénitencier. Elles échangèrent un sourire lorsque je fus condamné à 18 mois ferme. Ma mère s'évanouit. Chris éclata en sanglots. J'avais un bon avocat, cependant. Avec les charges retenues contre moi, j'aurais pu aussi bien prendre 10 ans. Chris se remit au tapin. Elle me promit de me rester fidèle jusqu'à ma libération. L'Evansworth était considérée par l'administration fédérale comme une tôle de première classe. Elle était grande et comportait des dispositifs anti-évasion à toute épreuve. La direction avait été confiée à des psychologues de haut niveau. Les matons n'avaient pas besoin d'être brutaux. Les invisibles entraves psychologiques étaient plus subtiles mais plus efficaces que les barreaux. Les officiels maintenaient au-dessus de nos têtes la sinistre menace d'un transfert à Alcatraz. Les taulards se regroupaient en cliques. La plus dangereuse était celle des sudistes. Ils haïssaient les noirs. J'avais des références comme agent d'entretien dans les autres prisons où j'avais séjourné. On me donna une cellule dans un bâtiment occupé principalement par des mags, des dealers et des braqueurs. Le soir, jusque vers 10 heures, j'étais chargé d'échanger des journaux et des magazines entre détenus. Il y avait maintenant 6 mois que j'étais dans la tôle. Un jour, je m'arrêtais devant la cellule d'un copain, un Mac lui aussi, pour bavarder un peu. L'air surexcité, il était agrippé au barreau de la porte. Il ressemblait à Top, avec un teint plus clair. On l'appelait Doll Baby. Berg, dit-il, tu m'as dit que je n'arriverais pas à voler cette belle garce. Eh bien, la fille m'a envoyé un message ce matin. Elle est transférée à l'atelier de cordonnerie, et j'ai déjà repéré l'endroit où je vais pouvoir la baiser. Je t'avais bien dit que son pecno blanc n'était pas à la hauteur. La fille a 400 $ sur son compte, et elle va me payer des tas de trucs à la cantine cette semaine. Tu vois, qu'on soit dans la rue ou en tôle, ça ne change rien pour un Mac comme Doll Baby. J'avais vu la belle garce en question. C'était un garçon blanc et mince avec des yeux bleus humides et des cheveux filasses. Un gros taulard du sud au visage rougeau était amoureux fou de lui. Pendant les heures de sport, on voyait la belle garce s'allonger dans les bras du gros taulard et lui percer les boutons qu'il avait sur la figure. Tout le monde avait peur de ce type-là. Il était à la tête d'une bande de sudistes particulièrement vicieux. Doll répondit, « Tu ferais mieux de laisser tomber cette fille. Son mec vient du Mississippi. Tu peux être sûr qu'il va t'arracher les tripes dès qu'il pourra te coincer. Il ne laissera sûrement pas un nègre lui prendre sa gonzesse. Suis mon conseil, vieux. Je t'aime bien, et tu n'as plus qu'un an à tirer. » Le jour du match de football, je vis Doll et sa fille se bécoter et roucouler sur le gazon. Ils ne s'occupaient pas de ce qui se passait sur le terrain. Le match arriva à sa fin. Le gros taulard et sa bande de sudistes qui planquaient des couteaux avaient regardé d'un œil féroce Doll Baby faire son spectacle. J'étais à une 50aine de mètres de Doll lorsque la chose se produisit. Des centaines de détenus sortaient du stade en une foule compacte. Doll tendit alors les bras devant lui et poussa un hurlement avant de disparaître de mon champ de vision. La marée grise des taulards continuait d'avancer. 3 matons se penchèrent sur lui. Il était étendu sur le dos.
Du sang ruisselait de sa bouche et suintait par les déchirures de sa veste. Il survécut mais de justesse, et n'eut plus la moindre fille jusqu'à sa sortie de prison. Chris cessa de m'envoyer de l'argent ou quoi que ce soit d'autre. J'appris par la rumeur qu'elle s'était rangée et avait épousé un contrôleur des wagons-lits. Elle avait même eu un enfant. Je me demandais si Scaf savait qu'il vivait avec une pute de grande classe. Un matin, nous marchions en rang vers l'infirmerie. De l'autre côté de la route, une autre file de taulards partait travailler. Je vis alors un détenu qui levait le bras derrière un type à la peau foncée. Le soleil fit briller quelque chose dans sa main. C'était un couteau. Il frappa à plusieurs reprises le type qui était devant lui. L'homme s'effondra, mort. Des matons se précipitèrent et emmenèrent le taulard au couteau. Je n'avais plus que 2 mois à tirer. Un soir, je m'étais arrêté pour bavarder avec un vieux détenu, un faussaire qui connaissait Sweet. On taillait une petite bavette à propos des braqueurs en comparant leur mentalité avec celle des macs et des arnaqueurs. Nous parlions fort. Je savais que le maton de garde ce soir-là était à son bureau du rez-de-chaussée, 3 étages plus bas. Pops, dis-je, le braqueur est un dingue. Admettons que ce connard passe devant la boutique d'un épicier. Il voit le patron compter sa caisse. Aussitôt une idée idiote surgit sous son crâne fêlé. Il se dit, ça c'est mon fric. Ce tordu entre alors dans le magasin. Peut-être que l'épicier était un magicien ou un ancien acrobate champion de karaté, ou pire encore, un ex-marine. Le crétin ne se rend pas compte des risques qu'il prend. Il n'a pas assez de matière grise pour réfléchir aux milliards d'imprévus qui peuvent le conduire tout droit au cimetière. Par exemple, cet abruti suicidaire va se mettre dos à la rue, avec son flingue à la main. Crois-moi, Pops, le braqueur est le pire cinglé qu'on puisse trouver dans le milieu. Pops se déclara d'accord avec moi, et je m'éloignai le long de la galerie. J'entendis alors comme un sifflement qui provenait de la cellule voisine. Un type qui venait d'être transféré se tenait debout devant les barreaux de sa porte. Il était squelettique, avec une face de rat. Je m'arrêtai. Il me regarda d'un air méprisant. On aurait dit qu'il essayait d'écraser entre ses mains les barreaux d'acier. Espèce de salopard de Mac, bégaya-t-il. Bouffeur de chachate. Tu vas pas vivre longtemps. Je me dépêchais d'aller demander à un copain enfermé à l'étage au-dessous de me rencarder sur ce type. Berg, me dit-il, j'espère que tu n'as pas eu d'embrouille avec cet abruti. Il a tué un mec à Lewinsburg. Ils l'ont condamné à 50 ans. C'est un braqueur, fais bien attention à lui. Il va sûrement finir à Alcatraz ou dans un asile de dingue. Une semaine plus tard, juste après le départ des taulards dans les ateliers, le maton de service appela ceux qui devaient se rendre à l'infirmerie. J'étais à l'arrière du bâtiment, dans le hall du rez-de-chaussée. Je devais nettoyer et cirer le carrelage. Avant de me mettre au travail, j'allumai une cigarette. Berg, attention hurla alors une voix affolée au-dessus de moi. Je levai la tête et sentis mon sang se glacer. Une ombre en chute libre surgit devant mes yeux comme un éclat noir. J'entendis un sifflement tandis que quelque chose effleurait le tissu de ma chemise au bord de mon épaule. Une fraction de seconde plus tard, la chose se fracassa sur le carrelage juste à côté de moi, dans un bruit assourdissant, comme si une bonne douzaine de cymbales étaient tombées en même temps. Je regardai par terre et vis une essoreuse d'acier, cassée en 3 morceaux. Le choc avait creusé dans l'une des dalles un cratère dont les contours évoquaient une de ces taches d'encre du test de Rorschach, cher au psychiatre. Je contemplais la chose et me demandais ce que le psychiatre en chef de la prison pourrait bien en penser. C'était un petit malin. Quelques mois auparavant, il m'avait dit « Les Macs éprouvent une haine profonde pour leur mère et un intense sentiment de culpabilité. » Je levai les yeux. Il n'y avait pas besoin d'être psychiatre en chef pour comprendre la signification de ce qui venait de se passer. Le braqueur à la face de rat me regardait en souriant. Il était sur la galerie, au 3e étage du bâtiment, près du plafond. Il était resté là en attendant l'appel de l'infirmerie pour essayer de me fracasser le crâne. L'interprétation de la forme du cratère était aisée. Face de rat haïssait les Macs sans en éprouver le moindre sentiment de culpabilité. Ce soir-là, j'allais apporter un paquet de clopes au taulard qui avait hurlé pour me prévenir du danger. Le bombardier dingue fut envoyé dans une cellule d'isolement. 2 semaines plus tard, il essaya d'éventrer un taulard avec un couteau qu'il avait fabriqué à l'aide d'une lime. Il fut transféré à Alcatraz. En le voyant partir, je me sentis euphorique. Pendant que je purgeais ma peine, je me mis de nouveau à lire des quantités de livres. Il y aurait eu de quoi remplir ma cellule jusqu'au plafond. Je me plongeais dans des montagnes de bouquins sur la psychiatrie, la psychologie et les névroses. Ce fut la chose la plus intelligente que j'ai faite. J'allais devenir mon propre psy, lorsque les Blancs m'enterreraient plus tard dans un cercueil d'acier. Je bénéficiais d'une remise de peine maximale et fus libéré au début du printemps 1949. Je m'arrêtai chez maman pendant une semaine. Puis je fis mon retour sur la grande scène. J'avais $60 et le costume qu'on m'avait donné à ma sortie de prison.
Les vêtements que j'avais achetés pendant ma liberté sous caution étaient restés chez Chris. Peut-être que son contrôleur des wagons-lits avait la même taille que moi. De toute façon, je n'allais pas jouer les Dick Tracy pour récupérer quelques costards usés. Sweet habitait toujours dans son penthouse. Son écurie s'était réduite à 3 putes. Poison lui avait commis une énorme gaffe. Il avait fait tapiner une jeune recrue blanche et lui avait botté le cul. Aux yeux des grosses légumes de la municipalité, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il s'était fait virer de la police et il ne lui restait plus qu'une seule pute. Il ne la quittait pas d'une semelle et prenait son fric après chaque passe comme un Mac à la petite semaine. Je louais un appartement meublé dans le même quartier miteux où le minus efflanqué m'avait piqué mon fric et mes fringues. Je n'avais plus rien pour briller ou pour séduire, plus rien pour me refaire une image. Je n'étais plus qu'un Mac à la dérive. J'avais un besoin vital de retrouver une pute. Dans la vie d'un Mac, ce qui s'est passé hier n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La réputation d'un Mac ne dure pas plus longtemps qu'un glaçon sous une lampe à souder. Les jeunes et jolies putes rêvent de bosser pour un Mac plein aux as, mais elles ne donneraient même pas l'heure à un Mac dans la débine. La garde-robe d'un Mac doit être spectaculaire. Il lui faut une voiture chère et flambant neuve. Si je voulais remettre des filles sur le trottoir, je devais me refaire une façade, retrouver les accessoires clinquants du vrai Mac.